Regarde-toi. Inutile, sans valeur, un fardeau pour moi et cette maison. Tu devrais juste mourir et m'épargner. Les ennuis. Tels étaient les mots impitoyables que son mari cracha juste avant de commettre l'impensable. Brisée dans son esprit et son corps. Elle s'effondra au sol, sa vie ne tenant qu'à un fil. À côté d'elle, deux petites voix pleuraient, ses jumeaux de 3 ans, trop petits pour comprendre, mais assez désespérés pour agir. Avec des mains tremblantes, ils composèrent un numéro au hasard. Un appel qui changerait tout. Parfois, ceux qui sont trop faibles pour se sauver eux-mêmes sont secourus de manière que personne ne peut expliquer. Parfois, l'innocence porte une puissance que même les plus forts ne peuvent égaler. C'est l'histoire d'une mère amenée au bord de la mort et des jumeaux dont les petites mains détenaient la clé de sa survie. Et aujourd'hui, elle est racontée par moi. Bonjour, famille. Bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Veuillez vous abonner. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires en vie. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et comment cela vous a touché. De l'extérieur, la vie d'Emily semblait parfaite. Un manoir avec des grilles plus hautes que la plupart des maisons des gens. 2 voitures rutilantes garées dans l'allée. Des vêtements de créateur drapés sur ses épaules quand elle sortait avec son mari. Et à chaque événement social, Michael Stone, son mari, passait un bras autour d'elle comme si elle était son bien le plus précieux. Le monde croyait qu'elle vivait un rêve. Mais la vérité était un cauchemar, car derrière les portes closes, l'amour de Michael s'était aigri en poison. Regarde-toi, ricana-t-il. Un soir, debout au milieu de leur cuisine immaculée pendant qu'Emily servait tranquillement le dîner. Pathétique. Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas nettoyer correctement. Tu ne peux même pas sourire sans avoir l'air de mendier de la pitié. Emily gardait la tête baissée, les lèvres tremblantes. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas répondre. Michael n'avait pas fini. Il se pencha plus près, sa voix tranchante comme du verre brisé. Sais-tu ce que les gens disent quand ils nous voient? Ils se demandent pourquoi je me suis contentée de toi. Tu m'as tirée vers le bas, Emily. Tu me fais honte. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai gardée. Sans moi, tu pourrirais dans le caniveau avec ces morveux. Son cœur se serra. Ces morveux. Il voulait dire Ella et Ethan. Leurs jumeaux de 3 ans. La seule lumière dans sa vie. Emily murmura, s'il te plaît, Michael, pas devant les enfants. Sa main s'abattit sur la table, faisant trembler les couverts. Les jumeaux sursautèrent, les yeux écarquillés et effrayés. Ne me dis pas ce que je dois faire, rugit-il. C'est ma maison, mon argent, ma vie. Toi, tu n'es rien d'autre qu'un poids mort, un parasite. Tu devrais me remercier chaque jour que je ne te jette pas toi et tes petits parasites à la rue. Les mots coupaient plus profondément qu'un couteau. Emily ravala ses larmes, s'accrochant au bord de la table pour arrêter le tremblement de ses mains. Mais Michael n'était pas satisfait. Ses yeux brillaient d'une haine froide tandis qu'il se penchait si près qu'elle pouvait sentir son souffle. Tu te crois une épouse? Tu te crois une mère? Tu es sans valeur. Tu devrais juste mourir et m'épargner les ennuis. Il la poussa en arrière. Emily trébucha, s'écrasant violemment contre le mur. La douleur traversa son dos, mais Michael ne fit que ricaner. Ella cria, « Papa, arrête !» La petite voix d'Ethan trembla. « Laisse maman tranquille. » Le regard de Michael se tourna vers eux. « Taisez-vous, tous les deux, ou vous finirez aussi inutiles qu'elle. » Les jumeaux gémirent, s'accrochant l'un à l'autre. Emily lutta pour se relever, son corps douloureux. Mais la fureur de Michael bouillonnait plus fort. Il la frappa 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que sa vision se brouille. Enfin, il cracha à ses pieds. « J'aurais dû te quitter il y a longtemps. Tu n'es rien, Emily. Rien. » Sur ce, il sortit en trombe, claquant la porte si fort que les murs tremblèrent. Le manoir, si grand et beau de l'extérieur, résonnait de silence. Et sur le sol froid, Emily gisait brisée, son esprit écrasé, son corps s'accrochant à peine à ses forces. « Maman, maman, réveille-toi. » Les petites mains d'Ella secouaient les épaules d'Emily, mais elle ne bougeait pas. Son visage était pâle, sa respiration faible.
Ethan serrait la main de sa sœur. Sa petite voix tremblait. Qu'est-ce qu'on fait? Les jumeaux n'avaient jamais vu leur mère comme ça. Elle était toujours forte, toujours souriante pour eux. Maintenant, elle gisait immobile, brisée. Ella aperçut le téléphone sur la table basse. Elle se précipita vers lui, appuyant sur les boutons avec des doigts maladroits. Des chiffres clignotaient sur l'écran. Au hasard, désordonnés. Elle ne les comprenait pas, mais le désespoir guidait ses petites mains. Peut-être que ça la rendra mieux, murmura Ethan. Le téléphone sonna. Une fois, 2 fois, 3 fois, puis une voix. Allô, Ella octa à travers ses larmes. Aidez. Maman. Maman ne se réveille pas. La ligne resta silencieuse un instant. Puis la voix devint urgente. Chérie, ralentis. Où es-tu? Comment t'appelles-tu? Ethan se pencha près, criant dans le téléphone. Notre maman est blessée. S'il vous plaît, aidez. La voix était calme maintenant, stable comme une ancre. Écoutez-moi. N'ayez pas peur. Je viens. Restez avec votre maman. D'accord. Continuez à lui tenir la main. Les jumeaux hochèrent la tête. Même si l'étranger ne pouvait pas les voir. Ils s'accrochèrent aux mains d'Émilie, murmurant « Ne pars pas, maman. Ne nous laisse pas. » Dehors, la nuit s'étendait froide et silencieuse. À l'intérieur, 2 petits-enfants avaient involontairement contacté la seule personne qui changerait le cours de tout. Au loin, quelque part de l'autre côté de la ville, un homme laissa tomber ses clés et attrapa sa veste. Il n'était pas de la famille. Il n'était pas un ami, juste un étranger qui avait répondu à un appel. Mais le destin l'avait choisi. Et bientôt, le chemin de la vie d'Émilie, brisée, battue et trahie, se tordrait de manière que personne ne pouvait prédire. Parce que parfois, les plus petites mains portent le pouvoir de sauver. Et parfois, l'appel que vous n'avez jamais voulu passer est celui qui sauve votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes qui ont été maltraités dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous regardez et comment l'histoire vous a parlé. Le téléphone glissa des petites mains d'Ella, mais la voix à l'autre bout ne raccrocha pas. « Chérie, es-tu toujours là ?» insista l'homme. « Écoute-moi. Je vais t'aider. Dis-moi juste. Où est ta maman? Est-ce qu'elle respire? Elle est par terre. » La voix tremblante d'Ethan répondit. « Elle ne se réveille pas. Elle ne parle pas. » La poitrine de David se serra. Il était paramédic, bien qu'il ne soit pas de service ce soir-là. Pourtant, l'instinct s'était déclenché au moment où il avait entendu la peur dans les voix des enfants. « D'accord, » dit-il fermement. « Vous avez bien fait d'appeler. J'ai besoin de savoir où vous êtes. » Ella balbutia. « Notre maison est grande. Elle a une grille noire et papa dit que c'est la maison Stone. » L'esprit de David s'emballa. Les Stone. Tout le monde en ville connaissait Michael Stone, l'homme d'affaires riche avec la famille parfaite. Mais ce qu'il entendait n'était pas parfait. C'était désespéré. « Je sais où vous habitez, » dit David rapidement. « N'ayez pas peur. Restez près de votre maman. » Lui tenant la main. « Je suis en route. » Il raccrocha, attrapa ses clés et fonça dans la nuit. À l'intérieur du manoir, les jumeaux se blottirent à côté d'Émilie. « Ne nous laisse pas, maman. » Ella sanglota. « S'il te plaît, réveille-toi, » murmura Ethan. Les respirations d'Émilie étaient faibles et peu profondes. Sa lèvre était fendue, sa joue contusionnée, sa poitrine se soulevant seulement dans un rythme fragile. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée quelques minutes plus tard. David se précipita à l'intérieur, son sac de paramédic sur l'épaule. Il se figea à la vue. 2 tout-petits avec des visages striés de larmes s'accrochant à une femme immobile. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Es-tu l'homme du téléphone ?» demanda Ella, les yeux écarquillés. « Oui » dit David doucement, s'agenouillant à côté d'eux. « Je suis là pour aider. » Il vérifia le pouls d'Émilie, pressa 2 doigts sur son poignet, se pencha près pour sentir ses faibles respirations. Le soulagement l'envahit. Elle est vivante, mais à peine.
Nous devons l'emmener à l'hôpital, dit-il, soulevant Émilie dans ses bras. Il la porta vers sa voiture. Les jumeaux le suivirent de près, refusant de lâcher prise. À l'hôpital, le chaos éclata. Les infirmières précipitèrent Émilie aux urgences. Les jumeaux s'accrochèrent aux jambes de David, sanglotant tandis que des étrangers emportaient leur mère. Où l'emmène-t-il ? Pleura Ethan pour l'aider. David dit doucement, s'accroupissant à leur niveau. Votre maman est très malade. Mais ces médecins savent quoi faire. Vous avez été si courageux de m'appeler. Vous lui avez sauvé la vie. Les enfants clignèrent des yeux vers lui. Confus mais réconfortés. Les heures passèrent. David resta. Il acheta du jus de pomme aux jumeaux, essuya leurs larmes, leur raconta des histoires drôles pour les calmer. Quelque chose en eux lui transperça le cœur. Il avait vu des enfants auparavant dans des urgences, mais jamais comme ça. Jamais si petits, si courageux, et si déchirants seuls. Enfin, un médecin apparut. Elle est stable, annonça-t-il. Faible, mais elle survivra. Les jumeaux s'accrochèrent l'un à l'autre avec soulagement. David expira le souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Mais pendant qu'Émilie luttait pour sa vie, Michael tissait déjà ses mensonges. Le matin venu, il arriva à l'hôpital en costume repassé, l'expression soigneusement arrangée en inquiétude. Famille et amis se rassemblèrent dans la salle d'attente, impatients de nouvelles. « Ma pauvre femme », soupira Michael dramatiquement. Elle s'est effondrée. Le stress a été trop pour elle. Je lui dis sans cesse de prendre soin d'elle, mais elle n'écoute jamais. Des halètements remplirent la pièce. Oh, Michael, tu as traversé tant de choses. Elle a de la chance de t'avoir. Michael inclina la tête humblement, absorbant la sympathie. Je resterai à ses côtés quoi qu'il arrive, même quand elle rend cela si difficile. Personne ne le questionna. Après tout, Michael Stone était le mari parfait à leurs yeux. Et Émilie, faible, fragile Émilie, était trop facile à blâmer. Au moment où Émilie se réveilla, sa chambre était pleine de fleurs et de cadeaux de bienveillants. Mais son cœur se serra en entendant les murmures. Pauvre Michael. Imagine le stress de gérer une femme comme ça. Elle a toujours été délicate, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle ne puisse pas le suivre. Émilie tourna son visage vers le mur, des larmes silencieuses coulant. Non seulement elle avait presque mourir, mais sa douleur était tordue en honte. Et celui qui la tordait était son propre mari. La trahison s'approfondit avec Patricia. Émilie avait espéré que sa belle-mère montre de la compassion. Mais quand Patricia arriva, drapée de perles et de parfums, ses yeux n'avaient pas de sympathie. « Tu as embarrassé mon fils. » Elle siffla au moment où elles étaient seules. S'effondrer comme ça, faire une scène. Les gens parlent. Émilie, réalises-tu combien de dommages tu as causé à sa réputation? La gorge d'Émilie lui faisait mal. Patricia, je ne me suis pas effondrée à cause du stress. Michael, assez. Patricia claqua. N'ose pas parler contre lui. Tu as toujours été faible. Il t'a épousée par pitié, et c'est comme ça que tu le remercies. Si tu avais une once de décence, tu sortirais de sa vie et arrêterais de le tirer vers le bas. Les mots transpercèrent Émilie plus profondément que n'importe quelle blessure que Michael lui avait infligée. Elle tourna son visage vers l'oreiller, sanglotant silencieusement. Patricia sortit de la chambre en balayant, satisfaite. À travers tout cela, David resta en arrière-plan. Il visitait quotidiennement, vérifiant Émilie, tenant compagnie aux jumeaux. Il ne poussait pas, ne fouinait pas. Il devenait simplement une présence stable, quelqu'un sur qui elle pouvait compter quand le reste du monde semblait empoisonné contre elle. Mais le masque de Michael ne glissait jamais en public. Il apportait des fleurs, tenait sa main pour les apparences, murmurait assez fort pour que les infirmières entendent. « Tu dois arrêter de m'inquiéter comme ça, Émilie. Tout le monde pense que tu es instable. S'il te plaît, essaie plus fort. » Les infirmières hochèrent la tête avec sympathie. Le personnel le croyait, et Émilie s'enfonçait plus profondément dans l'isolement. Puis vint la nuit qui brisa les dernières de ses illusions. Émilie restait éveillée, trop faible pour bouger. Quand la porte s'entr'ouvrit, elle entendit la voix de Michael, basse, confiante. Le rire de Patricia en réponse. « Ne t'inquiète pas, mère. » dit Michael,
Ce mariage n'a jamais été question d'amour. J'ai épousé Émilie pour les apparences, rien de plus. Elle était pratique, faible, facile à contrôler. Patricia gloussa. Et maintenant? La voix de Michael dégoulinait d'arrogance. Maintenant, je me débarrasserai d'elle. J'ai déjà quelqu'un de mieux, quelqu'un digne de moi. Émilie n'était qu'un plat soldé. Les mots s'abattirent sur Émilie comme de nouveaux coups. Sa poitrine se contracta. Des larmes glissèrent silencieusement dans son oreiller. Son mari ne l'avait jamais aimée. Pas même une fois. Elle lui avait donné tout. Sa jeunesse, sa loyauté, son corps, et il l'avait vu comme rien d'autre qu'un masque à porter jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Ses doigts serrèrent les draps. Son cœur brûlait de chagrin et de quelque chose de nouveau. De la résolution. Elle murmura dans l'obscurité si doucement que personne d'autre ne pouvait entendre. Tu m'as peut-être brisé, Michael, mais je ne suis pas finie. Un jour, la vérité viendra pour toi. Les jumeaux l'avaient sauvée une fois. Maintenant, elle se lèverait pour eux et pour elle-même. La guerre pour sa vie venait juste de commencer. Les jours suivant les mots glaçants de Michael passèrent dans un silence lent et lourd. Émilie gisait dans son lit d'hôpital, le corps enveloppé de bleu. Son esprit fissuré en deux. Partout où elle se tournait, la pitié ou le blâme la rencontraient. Les amis murmuraient qu'elle était fragile. Les infirmières lui souriaient avec des yeux pleins de jugement. Même Patricia, sa belle-mère, ne visitait que pour lui rappeler ses supposés échecs. Fais la chose décente. Patricia avait sifflé un après-midi, ses perles scintillant sous la lumière fluorescente. Écarte-toi avec grâce. Michael mérite mieux. Tu l'as embarrassé assez. Émilie n'avait pas de réponse. Elle tourna son visage vers la fenêtre, des larmes silencieuses coulant. Mais elle n'était pas complètement seule. Ses jumeaux, Ella et Ethan, étaient des lumières constantes dans l'obscurité. Leurs petites mains serraient. Les siennes, leur voix douce mais pleine d'espoir. Maman, quand tu rentreras à la maison, on pourra faire des cookies à nouveau? Demanda Ella un jour, ses yeux grands. Avec innocence. Oui. Murmura Émilie, sa voix rauque. Oui, chérie. On fera des cookies. Ethan s'appuya contre son côté. Ne sois pas triste, maman. On t'aidera à devenir forte. Leur amour était une bouée de sauvetage. Et puis il y avait David. Le paramédic n'avait aucune raison de rester. Pourtant, il venait chaque jour. Il s'asseyait avec les jumeaux pendant qu'Émilie dormait, apportait des livres de coloriage pour les distraire, allait chercher du thé pour elle quand ses mains tremblaient. Il ne demandait rien en retour. Tu n'as pas besoin de continuer à venir, murmura Émilie une fois, sa voix lourde de honte. David secoua la tête. Si, parce que toi et tes enfants méritez quelqu'un qui vous voit. Et parce que j'ai vu trop de gens ne pas se relever. Mais je pense que toi, tu le feras, Émilie. Je pense que tu es plus forte que tu ne le sais. Les mots remuèrent quelque chose dans sa poitrine. Quelque chose de longtemps enterré sous la peur. Un soir, quand l'hôpital se calma et que les jumeaux s'endormirent enfin sur le canapé à côté de son lit, une infirmière glissa dans la chambre, son badge indiquant Clara. Ses yeux dartèrent vers la porte avant qu'elle ne se penche près d'Émilie. « Je ne devrais pas faire ça », murmura Clara, glissant une petite clé USB dans la paume d'Émilie. « Mais j'ai vu trop de femmes comme toi être réduites au silence. Tu as besoin de preuves, et ça, c'est tout ce que j'ai pu rassembler. » Émilie cligna des yeux, stupéfaite. « Qu'est-ce que c'est ?» Des images de sécurité, des dossiers médicaux, tout ce qui montre que tu ne t'es pas effondrée à cause du stress. Tu as été amenée battue et saignante. Et Michael, ses lèvres se tordirent. Il a essayé de soudoyer le personnel pour dire autrement. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. La main d'Émilie tremblait tandis qu'elle serrait la clé USB. Pourquoi? Pourquoi m'aides-tu? La voix de Clara se brisa. Parce qu'un jour, j'étais toi et personne ne m'a aidé. Elle partit avant qu'Émilie ne puisse répondre, laissant derrière elle un petit morceau de salut. Pour la première fois depuis la nuit où elle s'était effondrée, Émilie sentit une étincelle de pouvoir scintiller en elle. Mais le destin n'en avait pas fini de la déchirer. Une semaine plus tard, pendant que Patricia argumentait bruyamment à la station des infirmières, Émilie entendit une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Deux avocats passèrent près de sa porte,
murmurant sur des rapports financiers. Michael Stone a liquidé des actifs discrètement, dit l'un, même pioché dans l'héritage de sa femme, le trust que son défunt père lui a laissé, presque la moitié parti maintenant. Le sang d'Emily se glaça, l'héritage de son père, la seule pièce de sécurité à laquelle elle s'était accrochée après l'avoir perdu. De l'argent qu'il avait laissé spécifiquement pour s'assurer que sa fille serait toujours en sécurité. Michael l'avait volé morceau par morceau pendant qu'elle souffrait, pendant qu'elle élevait leurs enfants, pendant qu'elle lui faisait confiance. La trahison était un couteau se tordant dans ses entrailles. Non seulement il avait brisé son corps, non seulement il avait brisé son cœur, il avait volé son avenir aussi. Ses poings se serrèrent dans les draps. Une rage silencieuse courut dans ses veines. Et avec elle vint la clarté. Allongée éveillée cette nuit-là, Emily murmura dans le noir. « Si tu veux que je parte, Michael, alors je me lèverai à la place. Tu m'as tout pris. Mais j'ai encore moi-même. J'ai encore mes enfants. Et je ne te laisserai pas gagner. » Ce n'était pas fort. Ce n'était pas puissant, mais c'était le début. Ses cendres remuèrent, et lentement elle commença à se lever. La guérison était douloureuse. Chaque mouvement lui rappelait les coups de Michael. Chaque bleu était un rappel de ses mots. « Tu devrais juste mourir. » Mais elle refusait de sombrer dans le désespoir. Elle commença la physiothérapie, forçant son corps à guérir. Elle lisait tranquillement quand elle ne pouvait pas bouger, nourrissant son esprit de force. Elle tenait ses enfants près, leur promettant un avenir meilleur que le cauchemar dans lequel ils vivaient. David remarqua le changement. « Tu es différente, » dit-il un matin, la regardant depuis la chaise à côté de son lit. Emily sourit faiblement. « J'ai été au fond. Il n'y a nulle part ailleurs où aller que vers le haut. » Les yeux de David s'adoucirent. « C'est l'Emily que je savais être là. » Michael continua sa mascarade. Il déambulait dans les couloirs de l'hôpital avec des fleurs, serrait des mains. Avec des visiteurs, se lamentait sur sa femme troublée. Elle n'apprécie pas ce qu'elle a. Il soupira bruyamment à un ami, mais je suis resté à ses côtés. J'ai sacrifié. Tout le monde hochait la tête, le louant. Emily se mordit la langue pour l'instant parce qu'elle avait la clé USB. Elle avait des preuves. Elle avait juste besoin du bon moment pour l'utiliser. Puis un après-midi, pendant que Patricia réprimandait les jumeaux pour être trop bruyants, Emily entendit une autre conversation. Celle-ci n'était pas murmurée. Michael était entré dans la chambre avec son téléphone pressé contre son oreille. Il parlait avec l'arrogance d'un homme qui pensait que le monde se pliait à lui. « Oui, chérie, » dit-il. « Bientôt, les papiers du divorce seront gérés discrètement. Nous ferons notre annonce au gala. Tout le monde nous verra ensemble et Emily s'effacera dans l'arrière-plan où elle appartient. » L'estomac d'Emily se tordit. « Annonce. » Michael gloussa. « Je ne peux pas attendre, mon amour. Tu es tout ce qu'elle n'a jamais été. Intelligente, belle, digne de moi. » Les yeux de Patricia scintillaient d'approbation. « Elle est parfaite pour toi, Michael. » Contrairement à cette pathétique belle-fille. Le cœur d'Emily battait la chamade. Un gala, une annonce de fiançailles, pendant qu'elle était encore sa femme, pendant qu'elle gisait encore dans un lit d'hôpital, guérissant des blessures qu'il lui avait infligées. Ses mains tremblaient, mais pas de faiblesse, de rage, de résolution. Ce n'était plus juste de la survie. C'était la guerre. Cette nuit-là, après que les jumeaux se soient endormis et que les couloirs soient devenus silencieux, Emily tenait la clé USB dans sa main, et elle la fixait, les larmes brûlant ses yeux. Ce petit morceau de plastique était son arme, sa chance de montrer la vérité au monde. Et elle murmura à nouveau dans l'obscurité. « Tu pensais que j'étais brisée, Michael, mais tu apprendras que je suis plus forte que tu ne l'as jamais imaginé. » Les cendres de son ancien moi s'éparpillèrent, et d'elles Emily Stone commença à se lever. La salle de bal scintillait comme un palais. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur le sol de marbre. Des serveurs se faufilaient à travers la foule avec des plateaux de champagne. Journalistes, politiciens, investisseurs, les personnes les plus puissantes de la ville s'étaient tous rassemblés pour le gala de Michael Stone. Et ce soir, les murmures bourdonnaient plus fort que l'orchestre. On dit qu'il annonce quelque chose de grand. Peut-être une nouvelle entreprise. Non, j'ai entendu que c'est personnel. Quelque chose sur sa vie privée. Michael se tenait au centre de tout.
Grand, confiant, vêtu d'un costume sur mesure. Son sourire était impeccable, son charme sans effort. À côté de lui, une femme s'accrochait à son bras, jeune, stupéfiante, scintillante en argent, sa maîtresse, bien que la foule ne le sache pas encore. Le remplacement d'Émilie au bord de la salle de bal. Les portes grincèrent en s'ouvrant, les têtes se tournèrent, les conversations se turent, et la voilà, Émilie, mince après des semaines à l'hôpital, son visage portant encore de faibles marques de bleu en guérison. Mais sa posture droite, ses yeux brûlants d'un feu tranquille. Elle portait une simple robe noire. Rien comparé aux robes scintillantes autour d'elle. Pourtant, en cet instant, elle les éclipsait toutes. Des halètements parcoururent la salle. N'est-ce pas sa femme? Je pensais qu'elle était malade. Que fait-elle ici? Le visage de Michael se figea. Pendant une fraction de seconde, le masque craqua, mais ensuite il plaqua un sourire. « Émilie », dit-il bruyamment, sa voix dégoulinant d'une chaleur fausse. Quelle surprise! Sa maîtresse se raidit à son côté, ses yeux dartant nerveusement. Émilie avança, ses talons cliquetant contre le marbre. Sa voix était calme, stable. « Ne t'inquiète pas, Michael. Je ne prendrai pas longtemps. Je suis juste venu dire la vérité. » La foule remua. Les journalistes se penchèrent en avant, sentant le scandale. Michael rit, un son creux, cassant. La vérité, chérie, tu n'es pas bien. Tout le monde ici sait que tu as été sous un stress énorme. Peut-être devrais-tu te reposer. La main d'Émilie se leva. Non, ce soir je parle et tout le monde entendra. Elle hocha la tête vers le projecteur installé pour la grande annonce de Michael. Les lumières baissèrent et soudain l'écran s'alluma, mais pas avec la présentation polie de Michael. Au lieu de cela, une vidéo joua. La salle de bal devint silencieuse tandis que la voix de Michael remplissait les haut-parleurs. Enregistrée dans toute sa venon. Tu es sans valeur. Tu devrais juste mourir et m'épargner les ennuis. Des halètements éclatèrent. Les visages pâlirent. Un autre clip suivit. Michael ricanant tandis qu'il la réprimandait. C'est ma maison, mon argent, ma vie. Toi, tu n'es rien d'autre qu'un poids mort. Le public murmura de choc. Le visage de la maîtresse se vida de couleur. Patricia, la mère de Michael, serra ses perles, sa bouche s'ouvrant. La voix d'Émilie coupa à travers le bruit. Vous voyez, c'est l'homme que vous avez loué. Le mari parfait, l'homme de famille dévoué, mais derrière les portes closes. Il est un monstre. Michael bondit vers le projecteur. Éteignez-le, aboya-t-il. C'est un truc fabriqué. Mais avant qu'il ne puisse, Émilie leva un dossier. Dossiers hospitaliers, images de sécurité, rapports médicaux, preuve que je ne me suis pas effondrée à cause du stress, preuve que j'ai été amenée battue, contusionnée, à peine vivante. Et qui l'a causé? Elle pointa directement vers lui. Michael Stone. La foule éclata en chaos. Non, murmura quelqu'un. Ça ne peut pas être. Est-ce vrai? Les yeux d'Émilie balayèrent la salle. Oui, et il y a plus. Pendant que je gisais dans un lit d'hôpital luttant pour ma vie, Michael m'a volé de l'héritage que mon défunt père m'a laissé pour me protéger, moi et mes enfants. Il l'a siphonné discrètement, utilisant ma confiance pour financer sa cupidité. J'ai les rapports financiers ici même. Elle laissa tomber les papiers sur le podium. Les preuves étaient irréfutables. Le masque de Michael se brisa complètement, son visage tordu de rage. Mensonge. Tout des mensonges. Mais sa voix fut noyée par le son de la foule se tournant contre lui. Patricia avança en titubant, son visage pâle. Michael, dis-moi que ce n'est pas vrai. Pour une fois, son fils n'avait pas la réponse parfaite. Il balbutia, bégaya, son image soigneusement construite s'effondrant. La voix d'Émilie s'éleva au-dessus du tumulte, forte. C'est l'homme que vous avez tous admiré. C'est l'homme que j'ai épousé. Et c'est l'homme qui m'a dit que je devrais mourir. La salle devint immobile. Les yeux d'Émilie se verrouillèrent sur la maîtresse de Michael, encore figée à son côté. Et toi, dit Émilie froidement, savais-tu? Savais-tu qu'il prévoyait déjà d'annoncer son amour pour toi pendant qu'il était encore marié à moi? Le visage de la maîtresse rougit. Sans un mot, elle glissa son bras de celui de Michael et se précipita hors de la salle de bal,
ses talons cliquetant de honte. Les murmures de la foule devinrent plus forts, plus durs. Les investisseurs secouèrent la tête. Les journalistes griffonnaient furieusement. Les alliés glissèrent discrètement vers les sorties. L'empire de Michael s'effondrait en temps réel. Patricia s'effondra dans une chaise. Sans voix. Le fils qu'elle avait défendu si farouchement était révélé comme un fraudeur. Emily avança, sa voix stable et claire. « Tu m'as dit que je devrais mourir, Michael, mais j'ai vécu. Et maintenant, c'est toi qui as tout perdu. » Ces mots frappèrent comme le tonnerre. La foule éclata en halètements, applaudissements, même acclamations de ceux qui avaient longtemps soupçonné que quelque chose n'allait pas. Michael resta figé, son visage pâle, son pouvoir parti. Dans le coin de la salle de bal, David observait silencieusement. Il n'était pas venu pour être son sauveur. Pas ce soir. Il était venu simplement pour témoigner, pour soutenir si nécessaire. Mais Emily n'avait plus besoin d'être sauvée. Elle se tenait droite, la tête haute, sa voix inébranlable. Elle n'était plus la femme brisée sur le sol de son manoir. Elle n'était plus la victime de la cruauté de Michael. Elle était la vérité, et la vérité l'avait libérée. À la fin de la nuit, Emily sortit de la salle de bal, ses jumeaux l'attendant à la porte avec David, leurs petites mains serrant les siennes, leur visage plein de fierté. « Maman, tu as été courageuse, » murmura Ella. « Tu as été forte, » ajouta Ethan. Emily sourit, les larmes emplissant ses yeux. « Je devais l'être pour vous. » La ville en parlerait pendant des semaines. La chute de Michael Stone était complète. Ses mensonges exposés, sa maîtresse partie, sa réputation brisée. Et Emily, elle s'était levée des cendres en feu. Morale finale. L'orgueil, la cruauté et la trahison se détruisent toujours eux-mêmes. L'innocence et la vérité, peu importe à quel point petite, portent le pouvoir de sauver. Parce que l'homme qui lui avait dit qu'elle devrait mourir était tombé. Et la femme qu'il pensait n'être rien n'était devenue tout.